Le 26 avril 1945, Heinrich Müller, chef de la Gestapo, a été vu pour la dernière fois dans le bunker de la chancellerie à Berlin. La ville était sur le point de s'effondrer sous l'avancée soviétique et le régime nazi était en train de s'effondrer. Ce jour-là, Müller a personnellement supervisé l'interrogatoire et l'exécution de Hermann Fegelein, général de division SS et beau-frère d'Eva Braun. Sous des ordres directs, Müller a conduit Fegelein au sous-sol de la chancellerie, où il a été torturé pour obtenir des informations sur des conspirations possibles. Peu de temps après, il a été exécuté. Après l'exécution, Heinrich Müller a disparu. Alors que d'autres nazis de haut rang comme Himmler et Goebbels prenaient des décisions définitives dans leurs derniers jours, la localisation de Müller est devenue une énigme. Officiellement, il a été déclaré mort en mai 1945 et son corps a été attribué à une tombe dans le cimetière de Neukölln. Cependant, des enquêtes ultérieures ont révélé que la tombe était vide. La découverte de la tombe vide à Neukölln a renforcé l'idée que sa disparition n'était pas accidentelle. Des enquêtes officielles menées dans les années 60 ont conclu que les restes enterrés là-bas n'appartenaient pas à Müller. Sans preuves physiques ni témoignages concluants, le sort du chef de la Gestapo est resté enveloppé de mystère. En 2013, l'histoire a pris un tournant inattendu. Johannes Tuchel, directeur du mémorial de la résistance allemande, a trouvé un dossier dans les archives du district de Mitte, à Berlin, documentant la mort et l'enterrement de Müller dans un cimetière juif du même quartier. Selon les archives, l'enterrement a eu lieu pendant le chaos des derniers jours de la guerre, lorsque les ruines empêchaient le fonctionnement normal du cimetière et de nombreux enterrements ont été effectués provisoirement. Avec le temps, cet enterrement provisoire a été oublié et est devenu permanent. De la justice à l'obscurité, l'énigme de l'inhumation de Kurt Daluege. Ce qui est arrivé à Kurt Daluege après son exécution est resté entouré de mystères, alimentant des spéculations pendant des décennies. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été arrêté par les forces britanniques et extradé en Tchécoslovaquie, où il a été jugé pour crimes contre l'humanité. Les atrocités qu'il a supervisées, comme le massacre du village de Lidis en représailles à l'assassinat de Reinhard Heydrich, ont été au centre des accusations. Malgré des preuves accablantes, Daluege a maintenu tout au long du processus judiciaire qu'il ne faisait que suivre les ordres supérieurs et qu'il agissait toujours dans l'intérêt de la nation allemande. Le procès, qui a commencé en septembre 1946, a attiré l'attention internationale. Le verdict a été décisif, coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Le tribunal l'a condamné à mort et il a été exécuté par pendaison le 24 octobre dans la cour de la prison de Pankrak à Prague. Après son exécution, le corps de Daluege a été enterré dans une tombe anonyme au cimetière de Pankrak, une pratique courante pour les figures nazies condamnées. La décision de ne pas identifier son lieu de repos final découlait de la crainte que sa tombe ne devienne un sanctuaire pour les sympathisants du régime déchu. Cet enterrement rapide et anonyme s'est déroulé sans cérémonie, conformément à l'effort visant à effacer toute trace de son image de la mémoire publique. Les détails spécifiques de l'inhumation ont été gardés secrets. Les autorités tchèques ont documenté le processus de manière minimale, laissant un vide d'informations qui, au fil du temps, est devenu un terrain fertile pour les rumeurs et les théories du complot. Bien qu'il n'existe aucune preuve officielle soutenant l'idée que ces restes aient été exhumés ou déplacés, des rumeurs persistantes suggèrent qu'ils auraient pu être détruits pour s'assurer qu'aucune trace physique de son existence ne subsiste. Le cas de Daluege met en lumière la complexité de la gestion de la mémoire historique après la Seconde Guerre mondiale. D'une part, il y avait le besoin de justice pour les atrocités commises. D'autre part, les autorités devaient prendre des mesures pour empêcher toute résurgence possible de l'extrémisme. Dans ce contexte, la décision de l'enterrer dans une tombe anonyme et de garder secret les détails de l'inhumation reflétait une approche pragmatique pour gérer son héritage. Dans les années suivant la guerre, les chercheurs et les journalistes ont essayé de reconstituer les événements liés à des figures nazies de premier plan comme Daluege. Cependant, dans son cas spécifique, le manque de documentation et la nature délibérément clandestine de son enterrement ont entravé ses efforts. La plupart des tentatives de localisation de sa tombe ou de vérification des théories sur le corps ont échoué, laissant de nombreuses questions sans réponse. La dernière demeure d'Albert Speer.
Secrets et spéculations après son enterrement. Albert Speer, architecte et homme politique allemand, est décédé le 1er septembre 1981 à Londres, en Angleterre, des suites de complications liées à un cancer récemment diagnostiqué. Ayant occupé une position de premier plan dans le régime nazi en tant qu'architecte en chef puis ministre de l'Armement, il a passé ces dernières années à publier des livres et à réfléchir sur son rôle dans le Troisième Reich. Cependant, ce qui est arrivé à ses restes mortels et à son enterrement après sa mort a été un sujet d'intérêt historique et de spéculation. Après sa mort, sa famille et ses proches ont organisé une cérémonie privée. Malgré sa notoriété, toute manifestation publique significative pouvant être interprétée comme une glorification de son image a été évitée. Son enterrement reflétait sa vie après sa condamnation, discret, avec un effort délibéré pour maintenir un profil bas. Speer a été enterré au Bergfriedhof Heidelberg, un cimetière non loin de villes comme Mannheim. Malgré ce choix, l'emplacement exact de sa tombe était connu, mais gardé sous une stricte discrétion. Il ne voulait pas qu'il devienne largement public. La décision était conforme à une politique répandue en Allemagne et dans d'autres pays ayant souffert de l'occupation allemande. Refuser tout espace physique pouvant servir de symbole de soutien à l'idéologie nationale-socialiste. Aucune pierre tombale ostentatoire ni aucun autre marqueur pouvant attirer l'attention n'a été érigé. Selon les rapports disponibles, la tombe d'Albert ne différait pas des autres dans le cimetière, rendant difficile l'identification de son emplacement précis. Cette discrétion reflétait également le désir de Speer de maintenir un profil bas après sa libération en 1966 et l'insistance de sa famille à éviter toute controverse. Au cours des années suivantes, des rumeurs et des spéculations ont surgi sur le sort de ses restes. Certains ont suggéré qu'ils auraient pu être secrètement exhumés et déplacés ailleurs. Ces théories, cependant, manquent de preuves concrètes. D'autres ont spéculé que l'enterrement au Bergfriedhof Heidelberg était une façade et que Speer pourrait avoir été enterré dans un tout autre endroit. Mais le manque de documents officiels disponibles pour le public a laissé ces affirmations dans le domaine des spéculations. Malgré les précautions, l'intérêt pour sa figure a continué après sa mort. Ses mémoires, en particulier Au cœur du Troisième Reich, publiées de son vivant, ont généré des débats académiques et publics. Il a essayé de se présenter de son vivant comme un technocrate repentant, détaché des décisions politiques les plus atroces du régime, bien que sa responsabilité en tant que ministre de l'Armement et son utilisation de la main-d'œuvre forcée contredisaient cette image. En fait, ce sont des historiens qui ont commencé à démanteler cette image que le défunt tentait de projeter, arguant que Speer avait été conscient et complice de nombreux aspects du régime nazi. Cela s'est produit principalement dans les années 1990, une époque où la guerre froide avait pris fin et où l'idée de clarifier de nombreux aspects des anciens pays communistes s'intensifiait. Les funérailles d'un boucher, le dernier adieu à Reinhard Heydrich. Après sa mort le 4 juin 1942, à la suite d'une attaque menée par des membres de la résistance tchécoslovaque, Reinhard Heydrich a été enterré avec les honneurs lors d'une cérémonie marquée par l'importance de sa figure au sein de la structure nazie. Les funérailles de l'officiel ont eu lieu 5 jours après son départ physique à Berlin, à la chancellerie du Reich. La cérémonie était imprégnée de symbolisme et de pompe. Des hauts responsables du gouvernement, dont Adolf Hitler, ont assisté à l'événement pour rendre hommage à l'un des principaux architectes de l'Holocauste et protecteur du régime dans le protectorat de Bohême-Moravie. La marche funèbre de Wagner a été jouée, soulignant sa position en tant que figure clé dans ce cadre. Cependant, le ton de la cérémonie n'était pas sans reproche, car Hitler a exprimé sa frustration face à ce qu'il considérait comme l'erreur imprudente de Heydrich de ne pas voyager avec une plus grande protection. L'enterrement initial de Reinhard a eu lieu dans une zone de premier plan à Berlin, le cimetière des Invalides, recevant de grands honneurs militaires. Mais ce lieu de repos final ne resterait pas son lieu de repos définitif. La défaite de l'Allemagne, survenue 3 ans plus tard, a entraîné un changement radical dans la perception et la gestion des restes des dirigeants nazis éminents. Les autorités soviétiques, qui ont occupé Berlin après l'effondrement du régime, ont pris des mesures pour empêcher toute forme de glorification posthume de figures comme lui. Les rapports de l'époque indiquent que la pierre tombale et son nom ont été retirés. Cet acte avait un but clair:
effacer toute trace physique pouvant servir de point de référence pour ceux qui cherchaient à exalter son héritage. Dans les années suivantes, des rumeurs et des spéculations ont surgi sur la localisation de Heydrich. Certains historiens ont suggéré que des enquêtes supplémentaires sur son corps auraient pu être menées, en partie pour confirmer son identité et analyser les circonstances exactes de sa mort. Cependant, ces détails manquent de confirmation officielle en raison de la destruction de nombreux documents pendant le chaos de la fin de la guerre et l'occupation alliée. Au fil du temps, son image a fait l'objet d'analyses et de débats. À Prague et à Lidice, des monuments ont été érigés pour commémorer à la fois les victimes du régime et les actes de résistance qui ont défini cette époque. En février 2000, un groupe d'extrême gauche connu sous le nom de Autonomen Totengraber a tenté de profaner la tombe, située dans le cimetière des Invalides. Ce groupe avait mené des actions similaires dans le passé, notamment l'ouverture de la tombe de l'officier nazi Horst Wessel, où ils ont prétendu avoir jeté son crâne dans la rivière Spree, bien que cette affirmation ait été démentie par la police. Au cours de la tentative de l'Aube, les activistes se sont dirigés vers la tombe de Heydrich. Malgré leurs efforts, il n'y a pas de dossier clair indiquant s'ils ont réussi à y accéder ou si quelque chose a été pris. Une deuxième tentative a eu lieu le 12 décembre, 19 ans plus tard. Ce jour-là, une nouvelle tentative de vol à la tombe a été découverte. Les travailleurs du cimetière ont trouvé un trou à l'endroit du repos, ce qui a conduit la police à lancer une enquête. Bien que la tombe ait été ouverte, rien n'a été pris des restes mortels de Heydrich. Par la suite, la police a confirmé que les auteurs de la tentative de vol n'ont pas été identifiés et qu'il n'y a pas de suspect dans l'enquête. D'un commandant à un prisonnier, la vie et la mort de Karl Dönitz. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Karl Dönitz s'est distingué en tant que chef militaire et commandant de la Kriegsmarine, supervisant la stratégie des sous-marins allemands, connus sous le nom de U-Boots. À la fin de la guerre, il a brièvement assumé le rôle de chef de l'État. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, son mandat a été de courte durée. Quelques jours plus tard, l'Allemagne a capitulé sans condition. Capturé par les forces alliées, il a été jugé lors des procès de Nuremberg et condamné à 10 ans de prison pour crimes de guerre. Après avoir purgé sa peine à la prison de Spandau, il a été libéré en 1956. Dönitz s'est retiré dans la petite ville d'Aumühl, près de Hambourg, où il a passé le reste de ses jours en relative tranquillité, écrivant des livres et défendant son rôle pendant la guerre. La veille de Noël 1980, il est décédé d'une crise cardiaque. Ses restes ont été enterrés dans le cimetière d'Aumühl, où il avait également vécu après sa libération. Les funérailles étaient une cérémonie privée organisée par sa famille proche. Le choix d'enterrer Karl à Aumühl n'était pas une coïncidence. Après sa libération, il y avait vécu discrètement, évitant les projecteurs. Ces dernières années ont été marquées par une vie simple, en partie financée par une pension d'État qui a généré des controverses en raison de son rôle pendant la guerre. La communauté locale d'Aumühl, bien que consciente de sa présence, a adopté une attitude de tolérance à l'égard de sa retraite dans la région. Bien que certains groupes aient pu chercher à lui rendre hommage publiquement, les autorités allemandes ont pris des mesures pour empêcher sa glorification. Sa dernière demeure est une simple tombe, sans inscription mettant en avant son rôle ou sa part dans le Troisième Reich. Le contexte politique de l'époque a influencé la façon dont les informations sur son enterrement ont été gérées. Bien que l'emplacement de sa tombe ne soit pas strictement secret, il n'a pas non plus été promu. Cela contraste avec les tombes d'autres dirigeants nazis, qui dans certains cas ont été supprimées pour éviter des connotations symboliques. Au cours des années suivantes, la tombe de l'ancien président allemand est restée largement à l'écart du public. Cependant, elle n'était pas dépourvue d'intérêt. Bien qu'aucun incident majeur n'ait été enregistré, des rumeurs concernant des tentatives possibles de vandalisme ou même d'exhumation à des fins politiques ou symboliques ont circulé. Néanmoins, ces affirmations n'ont jamais été étayées par des preuves concrètes. Mémoire silenciée. Le procès et l'héritage caché de Karl Hermann Frank. Karl Hermann Frank a été exécuté le 22 mai 1946 à la prison de Pankráč à Prague, après avoir été reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Ce jour-là, son corps pendait à la potence devant des officiels, des représentants internationaux
et une foule rassemblée pour assister à la fin de l'un des principaux responsables de la répression pendant l'occupation de la Tchécoslovaquie. Ce qui a suivi après sa mort est resté entouré de mystères. Le corps a été retiré du site d'exécution sans cérémonie, dans un effort délibéré des autorités tchèques pour effacer toute trace physique de son existence. Son cadavre a été transporté au cimetière de Dablis. L'enterrement a été effectué discrètement et sous des mesures de sécurité strictes, inhumé dans une tombe anonyme. Le but était que, avec le temps, le site exact où cette figure reposait disparaisse même de la mémoire institutionnelle. Au fil des ans, cette décision a généré diverses spéculations. Certaines rumeurs suggèrent que son corps aurait pu être secrètement exhumé et déplacé, bien qu'il n'y ait aucune preuve concrète pour étayer cette théorie. Pendant ce temps, le contexte dans lequel cet enterrement clandestin a eu lieu reflète les profondes cicatrices laissées par le régime nazi en Tchécoslovaquie. Au cours des années suivantes, l'intérêt académique et public pour les figures allemandes de l'époque a conduit à des enquêtes sur la vie et la mort de Karl Hermann Frank. Bien que non liées à l'emplacement de ses restes, en mars 2021, une découverte importante a été faite par la radio tchèque. Des archivistes ont trouvé des enregistrements de son procès jusqu'alors inédits. Cette découverte comprenait environ 1300 disques contenant plus de 80 heures de matériel enregistré du procès de 1946. Les enregistrements se sont révélés être une source précieuse d'informations, fournissant des détails supplémentaires sur un processus judiciaire qui, bien que connu, manquait de certains aspects importants. Les enregistrements découverts comprenaient des témoignages d'étudiants tchèques qui avaient été détenus et envoyés dans des camps de concentration après la répression nazie en 1939. Ils contenaient également des déclarations d'autres personnes impliquées dans le procès, y compris son avocat, Kamil Ressler, qui avait été persécuté pendant l'occupation. Miloslav Turek, responsable de la numérisation du matériel, a expliqué que chaque disque contenait environ 3 minutes et demie d'enregistrement. Le procès a été enregistré en continu et chaque bande magnétique avait une durée d'environ 20 minutes. Chaque nuit, un résumé de la journée était produit à partir des enregistrements, facilitant la préservation du processus judiciaire pour les générations futures. La radio tchèque s'est engagée à rendre ce matériel restauré disponible au public et aux chercheurs, garantissant que les voix du passé ne soient pas oubliées. Sa loyauté fut sa condamnation, la chute d'Ernst Röhm et sa tombe anonyme. Ernst Röhm a été exécuté le 1er juillet 1934 à la prison de Stadelheim à Munich, après avoir refusé de se suicider comme ses ravisseurs lui avaient proposé. Il a été abattu à bout portant par les membres de la SS Theodor Eicke et Michael Lippert, marquant la fin violente de sa figure controversée au sein du régime nazi. Après l'exécution, ses restes ont été gardés sous la garde des autorités du Troisième Reich, qui ont pris des décisions reflétant leur crainte de l'impact symbolique que sa mémoire pourrait avoir. Le corps a été rapidement transporté au cimetière de Westfriedhof. Il n'y a eu ni cérémonie publique, ni respects officiels rendus à l'homme qui avait autrefois été l'un des plus proches alliés d'Adolf Hitler. La discrétion entourant son enterrement était délibérée. Il était nécessaire de l'empêcher de devenir un martyr pour les opposants internes ou un symbole de résistance parmi les éléments les plus radicaux du gouvernement. La tombe a été conçue comme un espace anonyme, reflet de sa chute brutale en disgrâce. Il n'y a pas de traces de pierres tombales commémoratives placées, encore moins de monuments mettant en évidence son influence pendant les premières années du parti nazi. Cette décision n'était pas seulement due au mépris de Hitler et de son cercle intérieur, mais aussi à la stratégie politique de maintenir le contrôle sur le récit que le régime voulait perpétuer. Au fil des ans, le lieu de repos de Röhm est devenu enveloppé d'obscurité historique. La Seconde Guerre mondiale et l'effondrement de tout l'effort allemand ont contribué à effacer davantage les traces de son enterrement. Bien qu'il existe des traces de son enterrement dans une petite parcelle familiale, il n'y a aucune preuve que la tombe soit restée un espace reconnaissable ou visité. À partir de 1945, le nouveau gouvernement allemand a adopté une politique stricte pour démanteler tous les symboles associés au régime déchu. Dans ce contexte, on suppose que les restes d'Ernst ont peut-être été enlevés dans le cadre de cet effort. Cependant, il n'y a aucun dossier public ou confirmation officielle concernant l'exhumation ou le transfert de ces restes vers un autre site. De plus, le cimetière de la prison, comme beaucoup d'autres de l'époque,
a subi des rénovations, des redistributions et d'éventuelles exhumations, des pratiques courantes d'après-guerre pour gérer les espaces urbains limités. Ces actions ont contribué à la perte d'informations précises sur la destination finale de l'ancien officiel. L'intérêt pour Röhm et son sort posthume a persisté dans les années suivant la guerre, bien qu'il se soit principalement concentré sur sa vie politique et son rôle dans les luttes internes du nazisme plutôt que sur son enterrement. Le Brésil et les enquêtes scientifiques. La dernière demeure de l'ange de la mort. Joseph Mengele est décédé le 7 février 1979 dans la ville brésilienne de Bertioga, victime d'une crise cardiaque alors qu'il nageait dans l'océan. À cette époque, il vivait sous le faux nom de Wolfgang Gerhard, qu'il avait adopté pour éviter d'être capturé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pendant des décennies, il avait réussi à échapper aux autorités et aux chasseurs de nazis grâce à sa capacité à se cacher dans divers pays d'Amérique du Sud. Sa mort est passée pratiquement inaperçue, et ce n'est que des années plus tard que les autorités ont confirmé son identité et son sort final. Après sa mort, ses restes ont été enterrés dans un cimetière à Embu das Artes, dans la région métropolitaine de Sao Paulo, au Brésil. La discrétion avec laquelle l'enterrement a été géré reflétait à la fois le désir de protéger l'identité de Joseph et l'effort de son cercle proche pour éviter d'attirer une attention indésirable. Au cours des années suivant sa mort, sa famille a tenté de maintenir l'anonymat concernant son lieu de repos. Cependant, à mesure que les enquêtes sur les criminels de guerre progressaient dans les années 1980, des rumeurs sur sa possible localisation en Amérique du Sud ont émergé. En 1985, une série de pistes a conduit les autorités allemandes et brésiliennes à enquêter sur la tombe de Wolfgang Gerhard à Embu das Artes. Plus précisément, la police allemande a intercepté des lettres indiquant la mort de Mengele. Ces lettres ont été envoyées par un couple autrichien qui l'avait aidé pendant son séjour au Brésil. Cette information a conduit la police brésilienne à enquêter davantage sur la localisation du médecin. Motivé par cela, le 21 juin de cette année-là, la tombe a été exhumée dans le seul but de procéder à une analyse médico-légale et de déterminer s'il s'agissait bien de l'individu recherché. Le processus d'identification initiale était basé sur une analyse dentaire qui a établi une correspondance significative avec les dossiers dentaires disponibles du médecin nazi. Un examen osseux a également été effectué pour déterminer l'âge du squelette et comparer des caractéristiques physiques spécifiques telles qu'une fracture de la hanche qu'il avait subie en travaillant à Auschwitz. En mars de l'année suivante, une ancienne radiographie de Mengele a été trouvée, permettant une comparaison définitive entre le crâne et les images radiographiques. Des experts américains et brésiliens ont confirmé que les images correspondaient, solidifiant ainsi l'identification. L'enquête s'est poursuivie en profondeur dans les années suivantes, culminant en 1992 avec l'utilisation de tests ADN pour confirmer définitivement que les restes exhumés appartenaient à Joseph. Cette avancée a été possible grâce à la comparaison entre le cadavre et des échantillons génétiques des parents vivants du criminel. Avec cette confirmation, les autorités ont officiellement clos l'un des chapitres les plus longs de la recherche de criminels de guerre. Après l'identification, il a été transféré à l'Institut médical de Sao Paulo. Malgré l'intérêt international pour le rapatrier en Allemagne ou en Israël, sa famille a refusé de le permettre. Bien que sa découverte et son identification aient mis fin à des décennies d'incertitude, le cas de Mengele a continué de susciter des controverses. Son enterrement sous un faux nom, ainsi que les circonstances de sa vie en exil, ont soulevé des questions sur les réseaux de soutien qui lui ont permis d'échapper à la justice pendant si longtemps. La tombe silencieuse de Fritz Todt, un symbole de la décadence du Troisième Reich. Fritz Todt, ingénieur allemand et figure éminente du national-socialisme, est décédé le 8 février 1942 dans un accident d'avion près de Rastenburg, en Prusse orientale. Sa mort inattendue, entourée de circonstances qui ont généré diverses spéculations, a marqué la fin d'une carrière profondément liée à la machine militaire et de propagande du système qu'il servait. Cependant, après sa mort, le sort de ses restes mortels est devenu une affaire discrète, mais non sans intérêt historique. Il a été transporté à Berlin, où il a été honoré comme un héros du régime. Adolf Hitler, qui tenait Fritz en haute estime pour sa loyauté et ses contributions, a assisté aux funérailles, renforçant l'image du défunt comme symbole de sacrifice et de dévouement au Troisième Reich.
Par la suite, il a été enterré au cimetière des Invalides, un lieu réservé aux figures militaires éminentes de l'Allemagne. Contrairement aux attentes, la tombe a été conçue pour être discrète. Malgré l'importance de son rôle, il a été décidé de garder sa tombe simple, sans ornement pouvant favoriser un culte de sa mémoire. Dans le contexte d'un régime qui cherchait à projeter la grandeur et la puissance à travers des monuments et des cérémonies, cette décision semble avoir été stratégique, peut-être pour éviter une attention indésirable à un site spécifique après sa mort. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a pris fin et que les forces alliées ont occupé l'Allemagne, ce cimetière, comme d'autres espaces associés à ce que l'Allemagne abandonnait, a attiré l'attention des nouvelles autorités et des curieux intéressés par la chute du régime nazi. Cependant, les restes de Todt n'ont pas été exhumés et aucune modification significative n'a été apportée à sa tombe. Cela contrastait avec d'autres actions entreprises pour effacer les symboles du régime, tels que la destruction de monuments et le retrait des emblèmes nazis. Au fil du temps, l'intérêt pour sa figure et sa tombe a diminué. Le cimetière, situé dans ce qui allait devenir Berlin-Est pendant la guerre froide, a été partiellement abandonné et a subi des dommages importants. De nombreuses tombes ont été détruites ou négligées pendant cette période, soit en raison de l'impact de la guerre, soit en raison des décisions prises par les autorités étalemandes, qui cherchaient à se distancier du passé récent. La tombe, cependant, est restée intacte, préservée de l'attention massive du public et des tentatives de vandalisme. Au cours des décennies suivantes, l'intérêt académique et social pour lui est resté limité. Bien que son héritage en tant qu'ingénieur et administrateur du régime nazi soit indéniable, son association avec des projets impliquant l'utilisation de la main-d'œuvre forcée et contribuant à l'appareil de guerre du Troisième Reich a éclipsé toute évaluation plus large de ses réalisations techniques. Cette focalisation a également influencé la perception de son lieu de repos final, qui a rarement fait l'objet de visites ou de mentions dans des contextes plus larges. Lors des rares occasions où la tombe a été mentionnée, cela a été principalement dans des études historiques ou des débats sur la manière de traiter les restes des figures associées au nazisme. Contrairement à d'autres membres éminents du régime, dont les lieux d'enterrement ont été vandalisés ou transformés en sites de pèlerinage, la tombe de Todt est restée relativement anonyme. Au cours des dernières décennies, les efforts pour préserver le cimetière ont conduit à sa réévaluation en tant que site d'intérêt historique, bien que pas spécifiquement en raison de la présence de la tombe de Todt. Plutôt, l'accent a été mis sur la valeur patrimoniale du cimetière dans son ensemble, reflétant les couches complexes de l'histoire allemande, de l'Empire allemand à la période de la guerre froide. Cendres à la mer, l'exhumation de Rudolf Hess et la fin d'un culte néo-nazi. Le vol en solo vers l'Écosse que Rudolf Hess a entrepris en 1941, supposément dans l'intention de négocier la paix avec le Royaume-Uni, a été l'un des actes les plus inhabituels et mystérieux de sa vie. Après avoir été capturé par les autorités britanniques, il a passé le reste de la guerre en prison, et en 1946, il a été condamné à la réclusion à perpétuité, purgeant sa peine à la prison de Spandau. À la mi-août 1987, il est décédé à l'âge de 93 ans dans sa cellule à la prison de Spandau, à Berlin. La version officielle de sa mort était qu'il s'agissait d'une pendaison auto-infligée, bien que cette explication ait fait l'objet de spéculations intenses et de théories du complot. Le sort de ses restes mortels a commencé à générer des controverses presque immédiatement après sa mort. Lorsque sa disparition physique a été annoncée, sa tombe n'était pas immédiatement au centre de l'attention. Cependant, au fil des ans, elle est devenue un point focal public en raison des tentatives de certains groupes extrémistes de l'utiliser comme site de culte. Ces groupes, certains d'entre eux néo-nazis, considéraient Hess comme une figure clé de l'idéologie qu'il défendait, et sa tombe au cimetière de Wunsiedel, une petite ville allemande, est devenue un lieu de pèlerinage pour ses partisans. La tombe, qui portait une inscription honorant sa loyauté envers Hitler et le Troisième Reich, est devenu un symbole chargé de controverses. En effet, en septembre 2009, des centaines de partisans se sont rassemblés à Wunsiedel pour se souvenir du membre du parti nazi. Malgré les interdictions, l'extrême droite a continué à admirer son lieu de repos final. La situation est devenue insoutenable au fil du temps. L'attention que la tombe recevait de la part des groupes extrémistes a forcé les autorités allemandes
a reconsidéré l'avenir du séjour de l'ancien officiel dans ce cimetière. Après plusieurs années de débats et une pression publique croissante, en 2011, les autorités ont décidé d'exhumer les restes de Rudolf et de procéder à sa crémation pour empêcher que son lieu de sépulture ne devienne un lieu de vénération. L'exhumation de Rudolf Hess a eu lieu le 20 juillet. Ce fut un processus entouré de grands secrets et il a été décidé de disperser ses cendres dans un lac non identifié dans le but d'empêcher tout type de monument ou de cérémonie pouvant perpétuer sa figure. Bien que beaucoup aient considéré son exhumation et sa crémation comme une étape importante pour empêcher la glorification de son rôle, d'autres y ont vu une tentative de faire taire une partie inconfortable de l'histoire. Aujourd'hui, le site où il a été enterré à Wunsiedel reste un lieu d'intérêt, mais il n'est plus un foyer de culte ou de controverse publique.